Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, épisode très intéressant puisque finalement on a de l'actualité MLS et par la suite nous allons parler de nos 11 préférés à chacun au niveau de notre 11 historique. Mais avant tout, je vais vous présenter ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Adi Raphaël. Ça va bien, Adi? Ouais, ça va et toi, Anthony? Très content d'être là. On va faire un 11 donc, historique, toutes ligues confondues en fait. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, très difficile à faire, mais quand même, on va s'amuser avec ça. Oui, exactement. Et on est également rejoint par Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Salut Anthony, ça va. Très content d'être là et impatient de vous montrer les joueurs qui ont bercé mon enfance et puis ma vie en général. Oui, exactement. Et on va pas commencer par le 11, mais je tiens quand même à préciser dès le départ là, que c'est vraiment un 11 des joueurs qu'on a aimé voir et tout. C'est pas basé sur les performances, mais comme je l'ai dit plus tôt, là, on a finalement eu de l'actualité MLS la semaine dernière. Le FC Cincinnati là, qui n'avait plus d'entraîneur après un petit scandale en lien avec du racisme. A signé son entraîneur la semaine dernière. C'est Jaap Stam, le Néerlandais là, qu'on a vu jouer avec les Pays-Bas, avec l'AC Milan, avec l'Ajax, avec Manchester United, donc avec des gros clubs. Il s'en vient à MLS. Tout d'abord, Adi, d'un point de vue entraîneur, est-ce que tu as eu la chance de voir des matchs où est-ce qu'il entraînait? Non, j'ai pas vu des matchs là où il entraînait. Par contre, je peux vous dire que moi, ça m'étonnerait pas que ce soit un style de jeu qui est vraiment assez robuste, un peu dans le style pour ceux qui regardent un peu le soccer européen, un peu dans le style de l'Atlético Madrid où vraiment chaque centimètre est vraiment très bataillé physiquement. Il y a une grosse bataille pour chaque centimètre sur la pelouse. Je m'attends à beaucoup d'acharnement des joueurs qui mouillent le maillot et ainsi de suite. Parce que comme c'est dans le style de joueur qu'il était, je doute que ce serait, un style de tiki-taka ou quoi que ce soit. Non, je m'attends à vraiment du jeu robuste, comme lui il était. En plus, je regarde les équipes qu'il a entraînées lui-même. Il a entraîné aux Pays-Bas, bien évidemment, comme Feyenoord, mais il a aussi entraîné en Angleterre, donc Reading. Mais il doit avoir quand même une touche de beau jeu parce qu'il a entraîné les équipes de jeunes à l'Ajax. Donc voilà, c'est quand même moi, je pense que ça va être quand même très intéressant si c'est le style de jeu dont moi je pense, qui est le style de jeu robuste. Je pense que ça va très bien aller avec la MLS parce qu'on sait que la MLS c'est quand même une ligue assez physique. Et voilà, je pense que ça va bien rentrer dans le moule en tout cas. Oui, effectivement, et j'ai l'impression qu'il vient aux États-Unis vraiment pour relancer du moins sa carrière d'entraîneur. Là, où est-ce qu'il est passé dernièrement, de 2016 à 2018 avec Reading? Ça n'a pas été le meilleur bilan. 40 victoires, 23 nuls, 35 défaites. À Feyenoord également, là, ça a été 18 matchs, 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Donc, je pense qu'il vient vraiment relancer sa carrière d'entraîneur, comme avait pu le faire un certain Patrick Vieira avec le NYCFC, mais lui, il l'a commencé. Toi, Antoine, est-ce que tu penses que de plus en plus la MLS devient un tremplin pour les entraîneurs? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de la MLS et que j'aime beaucoup. C'est le fait que ça peut être un bon moyen pour un entraîneur européen, soit de se relancer, comme tu l'as dit, soit même pour débuter sa carrière. On l'a vu avec Patrick Vieira, avec le NYCFC, même s'il avait déjà fait quelques pièges chez les jeunes de Manchester City. C'était un bon moyen de se lancer dans une carrière qui l'a mené en Ligue 1 actuellement. Et puis la MLS, c'est une ligue qui donne quand même beaucoup plus de temps pour un entraîneur pour mettre en place sa philosophie de jeu, grâce au fait que ce soit des playoffs, qu'au final tu peux être 7e et quand même avoir la chance de gagner le titre, que tu n'as pas de relégation. Et en fait, ça permet de voir Frank De Boer. Je pense qu'en Europe, il aurait été viré après les premiers matchs qu'il a fait avec l'Atlanta. Et là, il a eu beaucoup plus de temps pour mettre en place son système de jeu à Atlanta. Je pense aussi à Thierry Henry, par exemple, qui s'est fait virer après une vingtaine de matchs à Monaco, alors que la moitié de l'effectif était parti. Justement, ça n'arrive pas en MLS, ce genre de choses. Tu as vraiment du temps en MLS pour développer ton jeu. Tu as beaucoup plus de confiance de la part des entraîneurs.
Donc moi j'aime bien, ça me permet de faire en sorte que la MLS peut être un bon réservoir d'entraîneurs pour les ligues européennes. Comme j'ai dit, Patrick Vieira, mais aussi Jesse Marsch par exemple, sont des mecs qui sont partis en Europe ensuite. Donc c'est une belle direction dans laquelle va la MLS. En plus, maintenant les installations sont vraiment énormes. Il y a beaucoup plus de budget en termes de notamment tout ce qui est autour de l'entraînement, du staff, des vidéos et tout ça. Donc la MLS est vraiment dans une bonne direction par rapport à ça. Ouais, j'aimerais juste ajouter quelques petites choses par rapport à Jaap Stam. Ça n'a pas été, oui, ça a été pas très bon lors des deux dernières années, surtout à Feyenoord, et puis la deuxième année à Reading. Mais la première année à Reading en Angleterre, il est arrivé en playoffs pour monter en Premier League. Et puis il a perdu juste dans les playoffs, donc en 2017. Donc il a quand même eu de bons résultats. Comme j'ai dit, je pense que ça va être quelqu'un qui va faire un jeu très combatif, qui va jouer du jeu combatif, mais il a cette touche technique. Il a dit comme quoi il aimerait avoir une équipe qui joue au ballon, qui a la possession. Mais ça, c'est un peu, selon moi, c'est un trend, comme on dit en anglais. Donc c'est comme un style que tout le monde est en train de se donner. Tous les entraîneurs, ils disent qu'ils veulent ça, puis finalement, c'est pas trop ça qu'on voit sur le terrain. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y aura un peu de ça, de par sa formation d'entraîneur avec l'Ajax. Pour revenir un peu sur ce que Antoine a dit, oui, il faut faire très attention. Avoir une mauvaise expérience de coaching quelque part, ça veut pas dire que tu es un mauvais coach. Des fois, la philosophie du club rentre pas. Les joueurs que tu as sous la main, ça rentre pas très bien dans ta philosophie. Des fois, le vestiaire vit pas très bien ensemble. L'osmose entre les joueurs n'est pas très bonne. Donc, bref, ça veut dire, et comme a dit Antoine, donc on a vu Frank de Boer qui a complètement raté son début de carrière d'entraîneur, que ce soit à l'Inter, que ce soit un peu partout. C'est la même chose avec d'autres entraîneurs qui après ont réussi autre part. Donc bref, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais c'est très encourageant parce que c'est encourageant surtout pour, tu sais, quand je regarde des gens un peu qui ont vu Jaap Stam jouer, ils vont être très curieux d'aller voir un match. Et juste le fait de les amener au stade, c'est déjà une victoire. Donc, une équipe comme Cincinnati, ils n'ont pas vraiment besoin de plus de monde qui est au stade. Mais n'empêche, si jamais on va voir un déplacement de Cincinnati, il y a plusieurs personnes qui, juste du fait qu'on voit Jaap Stam qui est entraîneur, vont vouloir peut-être, voilà, ça va les pousser à aller voir un match de plus. Puis là, ça peut les accrocher à leur équipe locale ou les accrocher au soccer en tant que tel. Donc bref, moi je trouve que c'est une très très bonne signature pour la MLS. Et aussi pour Cincinnati, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Et puis, pour rebondir juste sur Cincinnati, je trouve ça bien qu'il a l'air d'avoir une identité. Ils n'ont pas pris quelqu'un qui avait l'air d'être complètement différent de Ron Jans, celui qui s'est fait licencié en début d'année. Le directeur général, Gerard Nijkampf, il est aussi néerlandais. Alors, ils ont recruté récemment Rogan Locadia aussi, qui avait passé pas mal de temps en Eredivisie. Donc, il y a une vraie identité qui commence à arriver. Je pense qu'on va voir du football total un peu à la néerlandaise. Apparemment, il jouait pas mal comme ça à Feyenoord, Jaap Stam. Donc, voilà, c'est pas, pour une fois, ça semble un peu logique. Et un peu de logique ne fait pas du mal au FC Cincinnati. Oui, exactement. Je trouve vraiment que la signature, c'était quand même une belle signature. C'est un nom connu du milieu du soccer et tout. Et vraiment, lors de l'annonce, le FC Cincinnati vraiment a dit, tu parlais d'attirer les regards et tout, mais parfois c'est négatif. On a vu une petite bourde du responsable des médias sociaux. Petite, énorme bourde, énorme, c'est ridicule. Vraiment, c'est drôle là. Je vais te laisser le dire, mais pour moi, c'est inacceptable. Oui, en fait, lors de l'annonce de la signature de cet entraîneur de Jaap Stam, eh bien, le FC Cincinnati a mis comme photo un autre homme-chose. C'est même pas lui. Il y a même eu une enquête pour retrouver qui est cet homme. Mais c'est assez scandaleux de voir qu'une équipe n'est même pas capable de mettre la bonne photo d'une légende du soccer, du football néerlandais comme ça. Toi, même Adi, ça t'a apporté quelques blagues sur les réseaux sociaux assez drôles. On a vu plusieurs, mais honnêtement, pour revenir plus au sérieux, c'est assez scandaleux de voir ça, hein, Adi? Ouais, ben oui, c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux parce que, écoute, t'es employé de ce club-là. T'es supposé connaître qui va être ton entraîneur. Et de plus, c'est un ancien joueur international qui a fait une carrière immense
Je l'ai vu jouer des millions de fois. J'adorais ce joueur-là. C'était un rock. Tu pouvais pas manquer Abstam sur le terrain. Puis là, tu es responsable de médias sociaux. Genre, tu sais, fais une petite recherche avant de mettre ta photo. Genre, ça se fait pas que tu manques autant. C'est pas normal. Ton travail, c'est de mettre une photo de l'entraîneur. T'as mal fait ton travail. En tout cas, c'est ridicule. Puis après, oui, c'était drôle. Il y a même quelqu'un qui a mis mon nom, qui a mis ma photo en disant que c'est moi Yabstam. C'était drôle, juste parce que je suis chauve. Donc voilà, c'était drôle. Et toi, Antoine, je suppose que tu es du même avis que Adi? Ouais, mais c'est vraiment classique Cincinnati. Enfin, le nombre de bourdes qu'ils ont fait depuis leur entrée en MLS. Je me souviens, lors de la saison d'inauguration, ils avaient dû prêter le Canadien Welshman parce qu'ils se sont rendus compte, genre une semaine avant le début de la MLS, qu'ils avaient un international de trop dans l'effectif. Voilà, c'est le genre de boulettes qu'ils font. Là, c'est l'équipe des réseaux sociaux, donc c'est pas la même chose. Mais normalement, il y a plus qu'une seule personne qui travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a validé le tweet avant de l'envoyer. C'est dingue. Ça doit pas être la faute d'une seule personne. Là. Rendu là, c'est l'organisation qui a peut-être fait défaut. Mais c'est pas mal ça au niveau des actualités MLS. Sinon, moi, la petite chose que j'ai aimé cette semaine, c'est de voir que un gilet du Austin FC là, porté par Matthew McConaughey. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais une couleur qui rend assez bien, j'ai trouvé là. Antoine, je crois que tu l'as vu. Pardon, j'ai pas le maillot. C'est comme un gilet d'entraînement du Austin FC. Là. Ok, non, j'aime bien le logo en tout cas et leurs couleurs sont plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir quand ils vont dévoiler les maillots à l'année prochaine, j'imagine. Ouais. Parfait. Ouais, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le maillot que Matthew McConaughey porte. Je sais pas si ça va être le maillot officiel, mais en tout cas, ça a l'air en plus d'un maillot d'entraînement en fait que vraiment le maillot officiel. Là. Mais c'est très joli. J'aime ce vert là, le vert éclatant. Je sais pas, j'aime ça. Ça fait un peu différent. Ça me rappelle un peu. Le Nigeria, un peu à un moment donné, ils avaient ce vert-là à un moment donné, puis j'aime bien ça. J'aime bien les couleurs vives, moi, donc voilà. Parfait. On est rendu au moment de parler de nos 11. Les gars, est-ce que vous préférez qu'on y va poste par poste ou que chacun on clenche nos 11 joueurs? Je pense que c'est mieux de clencher, non? Parfait. À ce moment-là... Antoine? Ouais, ça va aussi. Ouais, mais ok, cool. Quelle formation vous avez fait? Parce que j'ai fait un 4-4-2 à plat, perso. Moi, j'ai fait un 4K2 diamant. Moi, j'ai fait un 4-2-3-1. Ok, voilà, vaut mieux clencher alors, ça va être plus simple. Parfait, à ce moment-là, Adi, je te laisse y aller en premier. Ok, donc juste pour vous mettre vous dire un peu les choses, c'est qu'on avait décidé de mettre notre 11 de tous les temps, ok? Mais pour moi, c'était un peu trop compliqué parce que on se moque souvent de moi pour me dire que j'aime trop de joueurs, puis il y a beaucoup de joueurs que je trouve très bons. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis mis des limites moi-même et j'ai décidé de mettre juste un joueur, pas plus d'un joueur avec la même nationalité. Ou sinon, ça aurait été vraiment la fin du monde pour moi. Une chose aussi, c'est que dans le 11, il fallait qu'on se mette à nous. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est normal qu'il y ait mon nom quelque part, même si je ne mérite pas d'être à côté de ces joueurs-là. Mais n'empêche, on est obligé de mettre nos noms. Donc, voilà, je vais commencer avec mon 11. Au poste de gardien de but, c'est un joueur que j'ai adoré parce que j'ai adoré quand j'étais jeune jouer gardien de but et j'ai pas pu ne pas le mettre. C'est le Mexicain Jorge Campos. Qui a fait partie de la MLS 96. Il y a un bel article là-dessus que j'ai écrit moi-même sur culturesoccer.com. Puis Jorge Campos, c'était un joueur qui était capable de aussi bien faire un arrêt que marquer des buts parce qu'il a joué attaquant aussi lors de sa carrière professionnelle. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai pas pu ignorer de mon 11. Sur le côté droit, en tant que latéral droit, j'ai mis Cafu, le Brésilien. Cafu le Brésilien parce que c'est le joueur qui a été le plus constant pour moi durant toute sa carrière. J'aurais pu mettre Zanetti aussi, sauf que j'avais un autre Argentin dans mon 11. Donc j'ai mis Cafu. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou je finis mon 11 et après vous en parlez. Ou... Je pense que tu peux finir, puis après on prend les 2-3 qui nous plaisent peut-être. Ok.
Parfait, on fait ça alors. En défense centrale, j'ai mis Laurent Blanc. Laurent Blanc, parce que c'est un joueur, j'aimais beaucoup la classe de Laurent Blanc. En relance, il était extraordinaire parce qu'il avait commencé sa carrière en tant que milieu. Donc, il avait une très, très bonne relance. Puis, c'était la classe. Vraiment, c'était la classe. Il n'avait pas besoin d'être extrêmement robuste et physique, mais il était capable de l'être. Très bon de la tête. En tout cas, j'ai adoré ce joueur-là. Puis, bien évidemment, il a joué à Marseille. Puis, j'ai adoré quand il avait joué à Marseille aussi. Sans oublier les belles années à United et à l'Inter Milan et ainsi de suite. À côté de lui, un joueur dont peu de monde parle, mais c'est aussi un joueur que j'ai adoré, c'est Daniel Van Buiten, le Belge, qui aussi a joué à Marseille, qui avait marqué beaucoup de buts aussi, puis après il a fait une énorme carrière au Bayern de Munich. En tant que latéral gauche, c'est le poste que j'adore moi-même, donc vraiment un poste que j'affectionne beaucoup. Donc j'aurais pu vous nommer Roberto Carlos, Maldini, ou ainsi de suite, mais j'ai décidé de choisir meilleur que, moi. En tout cas, bref, la comparaison est difficile, mais bon, il fallait que je me mette quelque part, donc j'ai choisi ce poste de latéral gauche. En tant que, vu que c'est un 4-4-2 diamant, en tant que milieu défensif, j'ai mis Patrice Bernier. Patrice Bernier parce que, en tant que Canadien, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus impressionné. Je le connaissais très peu avant qu'il arrive avec l'Impact. Et j'ai vraiment adoré son jeu. Il est vraiment capable. Il s'est vraiment approprié ce poste-là, même si d'habitude il jouait un peu plus haut. Quand il a joué en numéro 6, il s'est vraiment approprié ce poste-là. Il était capable de récupérer des ballons avec une relance extraordinaire, comme on le connaît très bien. À droite, vu qu'on est dans un 4-4-2 diamant, il fallait que je trouve des ailiers qui soient capables, pas d'être seulement défensifs, mais être capables aussi de jouer un peu plus bas. Donc j'ai mis David Beckham. Beckham, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est un joueur dont j'adorais la précision et qui m'a donné tellement de cauchemars parce qu'il n'a jamais joué pour une équipe que j'aimais. Mais il m'a donné tellement de cauchemars que je l'admirais quand même parce que j'étais là, si jamais j'avais Beckham, j'aurais été content. Donc voilà, David Beckham. À gauche, c'est un joueur néerlandais, donc des Pays-Bas, c'est Marco Vermars. Ceux qui sont un peu plus jeunes peut-être le connaissent pas, mais c'est un joueur que j'ai vraiment adoré, qui a été très bon à Arsenal, très bon à l'Ajax, remporté plusieurs titres, et tellement rapide, tellement technique, puis tellement collectif. Il était capable de jouer très collectivement, et puis je trouve qu'en tant qu'ailier gauche, dans mon 4-4-2 en diamant, ça irait très très bien. Juste derrière les attaquants, je vais pas dire en numéro 10, je vais dire un peu en 9,5, qui serait un peu le gars par qui tous les ballons vont passer, que ce soit pour finir, que ce soit pour donner des passes, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, oui, je suis team Messi. C'est un joueur que j'ai vraiment du mal à ignorer, à enlever. Je me délecte de chacun de ses mouvements, donc voilà. Et en attaque, l'Italien Fabrizio Ravanelli, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un joueur que j'adorais. C'est pas le joueur qui allait venir te marquer 30-35 buts l'année, sauf que il était tellement combattant, et puis avoir un Messi derrière lui, il allait ouvrir tellement d'espace pour lui. Quelqu'un qui est capable de faire la sale job, comme on dit au Québec, ou bien le sale job, comme on dit en France. Donc voilà, Ravanelli devant. Avec le deuxième associé à lui, il fallait que je mette un Américain. J'ai choisi Landon Donovan. Landon Donovan parce que je pense que il aurait été capable de jouer autant avec Messi que switcher avec Messi entre ce poste de numéro de faux 10 et ce poste de numéro faux 9. Donc les deux pourraient switcher ensemble et créer encore plus de problèmes à la défense adverse. Donc voilà mon 4-4-2. Putain, Ravanelli, Messi, Donovan. Ouais. Ça fait une attaque, je pense qu'on l'aurait jamais vu, celle-là. Je pense que personne n'y aurait pensé. Hein. Ouais, j'aime beaucoup, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu jouer. Ravanelli, justement, Jorge Campos, Laurent Blanc. On voit c'est une génération différente. Oui. Cafu, tu l'as vu jouer? Ouais, Cafu un petit peu, ouais. Ok. Quand j'étais plus jeune, ouais. Je commençais à regarder foot dans la moitié des années 2000, tu vois, à peu près. Ok. Ouais. Laurent Blanc. C'est ça. Moi, j'ai commencé en 91, donc voilà. Petite différence. Il y a une quinzaine d'années de différence, mais bon, c'est correct. Quel est le plus récent que tu as mis en télé, enfin, celui que tu as découvert le plus récemment que tu as pu mettre dans ton 11? Le plus récemment, tu veux dire qui ont joué le plus récemment ou que moi, j'ai commencé à aimer plus récemment? Ouais, plutôt ça. Celui que tu as commencé à aimer le plus récemment.
Euh, je dirais Beckham. Beckham, même si ça fait longtemps qu'il était là, c'est surtout dans ces dernières années, surtout quand il jouait à Paris et quand il jouait au Galaxy, que j'ai commencé à vraiment l'aimer parce que j'ai vu la dimension de son jeu. Je parle pas de tout ce qui est à l'extérieur du terrain. Comme quoi il était capable, c'est quelqu'un qui a joué ailier droit, mais après il s'est remis au milieu de terrain, il était capable de jouer plus haut, il marquait des coups francs, c'était un capitaine, il était hargneux, il avait tout. Et quand il est venu à Paris à 40 ans, même si je suis pas du tout pour le Paris Saint-Germain, il a quand même pu amener quelque chose de bon et ce côté un peu bad boy qui manquait un peu à Paris, je trouve. Donc voilà, même s'il y avait Zlatan, mais il manquait encore quelqu'un, un aboyeur, je pense. Et puis il était là. Pourtant, il n'était pas reconnu pour être aboyeur, mais voilà, je sais pas. C'est un joueur que j'ai appris à aimer beaucoup plus tard. Après, comme je l'ai dit, Patrice Bernier aussi, j'ai juste connu en MLS, donc en 2012. Aussi, c'est quelque chose de plus récent pour moi. Ouais, pas grand monde de très récent. C'est vrai qu'après. Enfin, on verra avec celui d'Anthony ici, mais ouais, la plupart des miens sont aussi des mecs que j'ai découverts quand j'étais beaucoup plus jeune. Et finalement, en fait, c'était une version idéalisée d'eux qui sont restés, mais finalement, j'aime plus. Enfin, en tout cas, mes sources étaient plus anciennes que les footballeurs que j'aime aujourd'hui. Anthony, tu veux y aller ou Ah ben oui, ben je peux y aller. Ben oui, il y a aucun problème. Moi, j'ai essayé d'y aller assez différemment. Des joueurs qui m'ont marqué, mais parfois pour, pour des éléments pas footballistiques, mais qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, mon gardien, c'est Rogerio Ceni, qui a été gardien de Sao Paulo. J'ai pu regarder quelques matchs de lui et c'est tout simplement magnifique. C'est un gardien qui est un spécialiste des coups francs. Excellent joueur, excellent Ouais, gardien de but, excellent. qui a inscrit plus de 130 buts, mais il a également participé à la Coupe du Monde avec le Brésil là, en 2002. Il a remporté la Coupe du Monde. Sinon, il a remporté 2 Libertadores, une Sudamericana, 3 championnats du Brésil. Donc, vraiment, c'est vraiment un joueur qui a un très grand palmarès et il a seulement joué pour Sao Paulo. Donc, c'est un joueur qui est très fidèle. Je crois qu'il aurait très bien pu aller en Europe, avoir une très belle carrière. Sinon, le reste de mon 11, c'est plutôt nord-américain. En tant que, je le répète, moi, c'est un 4-2-3-1. En tant que latéral gauche, j'ai choisi DeMarcus Beasley parce que selon moi, c'est tout simplement là, un des meilleurs latérales gauche que les États-Unis ont connu en MLS. J'ai adoré voir ce joueur-là. J'ai été très déçu de voir qui prenait sa retraite là, la saison dernière. Donc, c'est vraiment un joueur que j'ai adoré voir. Sinon, Alexis Lalas, en tant que défenseur central, vraiment à l'époque quand il était joueur avec sa chevelure là, excentrique, sa belle grosse barbe, il a arrêté de jouer en 2004, donc j'avais seulement 6 ans. Je dois avouer que j'ai pas eu la chance de le voir beaucoup, mais dernièrement, j'ai eu la chance de voir des matchs en rediffusion, que ce soit des Coupes du Monde, par exemple 94. Je me rappelle d'un match face au Brésil, c'était parfait. Sinon, des matchs avec le Galaxy de 2001 à 2004, j'ai pu en voir quelques-uns, soit avec la rediffusion de la MLS ou sur Footballia. Donc, c'était vraiment... J'aime vraiment le genre de joueur qu'il est, assez physique et tout. Par la suite, le deuxième défenseur central, c'est vraiment, je crois, un de mes joueurs préférés dans l'histoire du soccer. C'est moi-même, Anthony Devarenne. Non, je rigole, je suis vraiment en soccer. Adi va pouvoir le prouver, là, mais Tu te débrouilles très bien, Anthony, tu te débrouilles très bien. T'en merci. fais pas. Donc, c'est ça, c'est moi-même. Sinon, en latéral droit, j'ai choisi Paul Stoltery, qui est un Canadien, c'est un des Canadiens qui a plus de sélections. Il a vraiment joué avec des gros clubs. Là, de 98 à 2005, il a joué pour le Werder Bremen. Sinon, en 2005 jusqu'à 2008, là, avec Tottenham. C'est vraiment des clubs, des assez gros clubs. Là, au Werder, il a joué 151 fois, avec Tottenham 42 fois. Donc, selon moi, c'est un des premiers Canadiens à avoir su s'imposer en Europe.
Et vraiment, c'est bien de voir qu'il y en avait avant les Alphonso Davies et les Jonathan David. Pardon. Donc, c'est ça pour ma défense. Sinon, au milieu, mes deux milieux, le premier, c'est Pablo Mastroeni. Vraiment, ce genre-là, là, d'origine d'Argentine, mais qui est désormais qui habite désormais aux États-Unis puis qui est américain, quoi. Vraiment, j'ai adoré le voir là, avec les Rapids. Là, j'ai vraiment adoré son époque avec les Rapids. J'aime mieux oublier son petit passage avec le Galaxy parce que vraiment avec les Rapids, les rivalités qu'il y a eu avec le Real Salt Lake, là, c'était toujours merveilleux. Là, voir des duels au milieu de terrain, Mastroeni, Bickerman, c'était parfait. Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre Bickerman pour mon deuxième milieu, mais je suis allé avec un joueur que là, c'est vrai que j'ai pas pu voir jouer beaucoup, que c'est vraiment des rediffusions et tout, mais j'ai vraiment adoré son histoire. C'est Luis Fernandez. J'aurais peut-être pas dû le mettre parce que j'ai pas connu l'époque. Il y a quand même 60 ans aujourd'hui, j'en ai 21, donc il y a un petit décalage, mais vraiment. J'ai lu l'histoire du Paris Saint-Germain, j'ai vu des matchs et vraiment ce joueur-là, il incarne qu'est-ce que le Paris Saint-Germain des vieux temps. Donc c'est ça, j'adore ce joueur. Sinon, mes deux ailiers à la gauche, j'ai choisi Raoul. C'est pas vraiment un ailier gauche, mais il a pu jouer là à quelques reprises. Vraiment, c'est un joueur que j'ai découvert sur le tard en 2014 lorsqu'il est arrivé au Cosmos. Mais je le connaissais avant du Real Madrid, bien sûr, mais c'est là que j'ai vraiment pu voir des matchs de lui. Et vraiment, je l'ai connu tard, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu au Cosmos. Vraiment, c'est un joueur qui est très imposant, quand même assez grand pour un attaquant, 6 pieds et tout. Sinon, mon ailier à la droite, c'est Marco Echeverri, le Bolivien qui a joué au DC United jusqu'en 2003. C'est vraiment un des meilleurs joueurs qui a passé en MLS. J'ai adoré voir ce joueur. J'avais seulement 5 ans lorsqu'il a quitté le DC United, mais j'ai pu voir des reprises. J'écoutais pas encore le soccer quand j'avais 5 ans. Sinon, mon milieu offensif, c'est Dwayne de Rosario. Que vraiment, ça a été un des premiers attaquants là, à marquer, on pourrait dire, l'histoire au Canada. Il a très bien fait partout en MLS. Mais moi, j'ai adoré le voir l'hiver dernier en 2018, également en 2019, avec le Mississauga Metro Stars en MASL. C'était assez sympa de voir ce de Rosario à 42 ans là, jouer à du soccer intérieur. Pour vrai, il y a les matchs sur YouTube. Je vous invite à aller voir. C'est assez exceptionnel. Il a quand même fait 8 buts en 11 matchs, donc c'est parfait. Et également, c'est un des meilleurs marqueurs dans l'histoire du Canada. Donc, je trouve qu'il méritait sa place. Mais je sais pas si vous trouvez, les gars, mais il manque un peu de USL dans ce 11. Ouais, je me disais aussi, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Là. C'est pour ça que je suis allé avec Didier Drogba, parce que je trouve que c'est vraiment on pourrait dire, la tête d'affiche de la USL partout dans le monde aujourd'hui. Il a tellement une grosse carrière, même s'il a joué pour Marseille. C'est pas grave, je l'ai mis quand même dans mon 11 vraiment il a marqué l'histoire de la USL, il a marqué le Phoenix Rising et je l'avoue également qu'il a marqué la MLS avec l'Impact de Montréal, même si c'est pas mon club de cœur. J'aurais aimé voir Drogba en vrai, donc vraiment non, c'est ça, mon buteur là, c'est Didier Drogba. Oh, il y a beaucoup de joueurs en fait, toi, qui sont assez anciens dans ton équipe. Maestroni, Echeverri, Lalas. C'est marrant que tu as allé récupérer vraiment beaucoup de légendes de MS. Ouais, ben j'ai essayé de mettre le plus que je pouvais de Canadiens, de Nord-Américains ou de personnes qui ont joué en MLS.
Ouais, mais tu sais, moi, ouais, il y a beaucoup de joueurs que j'ai beaucoup aimés de ton 11. J'aimerais juste parler un peu de Stalteri. C'est extrêmement important parce que c'est lui il faisait partie de l'équipe qui a remporté la Gold Cup en 2000. Donc, et c'était même le capitaine dans ce temps-là. Donc, très, très important. Et oui, pas le premier, bien évidemment. Il y en a eu beaucoup qui ont brillé en Europe, mais un des premiers à vraiment briller en Europe, que ce soit en Allemagne, même en Angleterre avec Tottenham. Vraiment un excellent joueur, vraiment très très bon choix, je trouve. Parfait. Et toi, de ton côté, Antoine, c'est quoi ton 11? Alors, je vais pas vous mentir, je suis en train de faire une modification dès maintenant. J'ai enlevé un mec. C'est très dur, je l'ai préparé un peu à la vite et maintenant je peux en me rendre compte que bon, c'est pas grave, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais c'est cool parce qu'on a chacun, en tout cas à date, Anthony et moi, on a vu le 11 un peu différemment. Moi, je l'ai vu des joueurs que moi j'ai vu jouer. Anthony a vu des joueurs que lui a aimé, que ce soit des joueurs qu'il a vus après bien plus tard. Donc, vu que Anthony, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de reprises, beaucoup de trucs, donc il y a des joueurs avec lesquels il est tombé en amour 30 ou 40 ans plus tard. Donc, c'est quand même assez intéressant là. Ouais, mais moi j'ai fait un peu comme toi, on a dit plutôt. La plupart de mon 11, en fait, ce sont des joueurs que j'ai vu jouer, surtout petits, en fait, et qui m'ont sûrement un petit peu conditionné à ce que j'aime du foot. Et c'est plus ça que des mecs anciens. Je crois qu'il n'y a personne que je n'ai pas vu. Oui, il y a personne que je n'ai pas vu jouer dans ce 11, donc je vais commencer. Le gardien de but, c'est Michael Landreau, qui était mon idole quand j'étais tout petit, et je l'avais raconté sur le podcast, le premier match que j'ai vu en live, c'était PSG contre Monaco. Il avait arrêté un penalty ou deux, fait un super match, et depuis ce jour, j'ai vraiment adoré. Ça me frustre pas mal qu'il n'y ait pas eu plus de chance en équipe de France, surtout après que Barthez pris sa retraite. Je pense que c'était un très bon gardien, et il l'a montré en Ligue 1, hein, il a quand même de matchs en Ligue 1, mais voilà, c'est mon idole quand j'étais petit, un mec en plus qui a toujours eu l'air super sympa, que ce soit dans les interviews ou même en tant qu'entraîneur, il a toujours eu l'air d'un mec vraiment abordable. Donc voilà, Michael Landreau dans les buts. Ma ligne de défense, alors à gauche, je savais pas qui mettre, et du coup, comme j'ai fait une histoire sur lui récemment, et qu'en fait, quand tu écris sur un mec, tu commences à vraiment l'aimer et à te rendre compte à quel point voilà, c'est plus qu'un footballeur et c'est un humain derrière. Du coup, j'ai mis Breakshea. C'est ce qui m'a fait rire parce que ok, non, là c'est pas normal. C'est pas... voilà, ça m'a permis aussi de voir un petit peu les matchs que j'avais pas forcément vu de lui avec le FC Dallas et à quel point c'est en fait c'est un virtuose, c'est un artiste. Voilà. Donc merci, c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, on peut arrêter. Ouais, on s'arrête, ça sert à rien de voir le reste. Un peu, ouais. C'est le seul troll de mon truc, mais c'est en vrai, quand on voit les footages de lui en début en sélection en Dallas, tu te dis putain quel talent ce mec. Et c'est vraiment dommage qu'il ait pas fait de carrière ensuite assez solide, mais voilà, c'est un gars qui a l'air amusant et qui. Attends, je m'attends à Freddy Adou maintenant dans ton 11. Quand même pas. C'est le seul troll de mon équipe. Mais c'est un mec, je pense que tu le regardes sur le terrain, voilà, même s'il sort pas la performance défensive, même s'il est pas rigoureux, c'est une beauté pour les yeux parce qu'il sait jouer techniquement. Et voilà, c'est un mec qui est nonchalant et qui est assez drôle. La défense centrale, j'ai mis Simon Kjær en tant que supporter du LOSC. C'est vraiment un mec que j'ai adoré voir jouer avec Lille. Et quand je le vois jouer avec Danemark aussi pendant les Euros, c'était un mec hyper serein, hyper concentré. Il sortait jamais de son match et il est hyper solide aussi. C'est un peu le défenseur central type que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Et à côté de lui, j'ai mis un super relanceur de ballon, Antoine Latran. Donc voilà, quand je joue en défense parce que je sais faire des ouvertures, mais je sais pas aller vite. Donc il m'arrive de jouer plutôt derrière. En tant que défenseur central. Et à ma droite, j'ai mis Mathieu Debuchy, que j'aimais beaucoup aussi avec le LOSC et avec l'équipe de France quand il était. Même avec Newcastle, c'était un des seuls franchises à Newcastle qui jouait plutôt bien. Et malheureusement, j'ai pas trop suivi la Ligue 1 en ce moment. Je sais qu'il est avec Saint-Etienne. Je sais pas trop comment ça se passe pour lui. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, je trouvais que c'était un latéral droit très rapide et très bon au niveau centre. Donc voilà, celui qu'il faut pour la défense. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai mis une paire de Français. Alors, mon dernier, ça, je crois que c'est le joueur avec lequel je suis tombé amoureux le plus récent de cette équipe, à part Breakshea, mais du coup, c'était plus pour un article. Mais N'Golo Kanté, qu'est-ce qu'il est incroyable ce mec. En tant que supporter de Chelsea, je l'ai vu jouer toute l'année. Là, j'ai commencé à regarder la première ligue avec beaucoup d'intérêt cette année, vivant à Londres, et il a 6 poumons, c'est incroyable. Il s'arrête jamais, même que ce soit en 6 avec l'équipe de France, en 8 à Chelsea.
C'est un mec qui dévore les espaces et qui arrive à toujours être au bon endroit pour la bonne passe et pour la bonne récupération. Je pense que c'est vraiment la pierre centrale de l'équipe de France pendant le sac de la Coupe du Monde 2018. Tout le monde parlait d'Mbappé et Griezmann. N'Golo Kanté, c'est un mec incroyable. Et puis voilà, toutes les anecdotes qu'on entend sur lui, c'est comment on peut pas aimer ce mec, je ne sais pas. Donc voilà, je l'ai mis en tant que numéro 6. Et à côté de lui, j'ai mis un peu comme Debuchy et Landreau, un mec qui aurait pu faire plus en équipe de France. Et malheureusement, ses choix de club ont été très pauvres, mais c'est Yohan Cabaye. J'aimais énormément à Lille. C'était un mec qui était tellement propre sur la relance. Il sortait des passes du futur. À côté de Mavouba et Balmont, il faisait vraiment le taf au milieu de terrain. Et malheureusement, il s'est vraiment perdu dans ses choix de carrière. À Newcastle, il était très bon. Et puis après, il a eu la mauvaise idée de partir au PSG où c'était clair qu'il n'allait pas être titulaire, même s'il y avait Laurent Blanc. C'est dommage parce que je pense qu'on avait un bon milieu de terrain en équipe de France qui aurait pu durer pendant quelques années. Bon, après, il s'est relancé à Crystal Palace avant de se reperdre. Donc voilà. Encore un mec un peu gâché l'équipe de France, mais voilà, Yohan Cabaye, je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, donc j'ai tenu à le mettre dans ce milieu. Et à gauche, j'ai mis un autre ancien Lillois, il y en a vraiment pas mal, mais aussi parce que c'est un ancien joueur de Chelsea, Eden Hazard. C'est marrant, je pense que j'ai un truc pour les joueurs nonchalants, parce qu'avec Breakshea aussi, Eden Hazard, c'est vraiment un mec, je sens qu'il est jamais à 100%. Et ça va pas vraiment défendre, hein, ton l'aile gauche, c'est mort. L'aile gauche, c'est absolument chaotique. Mais putain, quel génie, Hazard. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est ouf. Je me souviens d'un match contre Saint-Etienne, dernier match qu'il fait avec Lille, où il plante un triplé en faisant des déplacements de grands malades, des tirs de loin. Il est vraiment super talentueux, et pour avoir des parents belges, je mate pas mal la sélection belge. Et c'est dommage qu'il ait jamais réussi à prendre cette équipe au plus haut niveau, mais j'adore Eden Hazard, c'est vraiment un virtuose du ballon. Je suis un peu déçu depuis qu'il est au Real Madrid, mais à Chelsea, c'était vraiment le mec qu'il fallait à Chelsea à ce moment-là. Et à Lille, pareil. Donc voilà, j'ai mis Eden Hazard à gauche. Et à droite, j'ai mis complètement l'opposé d'Eden Hazard, Thomas Müller. J'aime pas forcément le Bayern Munich ni la sélection allemande, mais Thomas Müller, c'est un de mes joueurs préférés parce qu'il joue un peu comme moi, c'est-à-dire que c'est pas le plus fort techniquement ou tactiquement, mais c'est un guerrier. Le mec, il va jamais s'arrêter pendant 90 minutes. Il va donner toutes ses forces à chaque contact, à chaque passe, à chaque ballon. Il va vraiment s'arracher. Vraiment, dans les années 2010, quand l'Allemagne était vraiment une des meilleures équipes, 2010-2014, si tu voulais pas être pro Messi ou pro Ronaldo, soit tu étais pro Iniesta, soit tu étais pro Müller aussi. C'était un peu les autres joueurs. Un peu les choix de hipster pour pas vouloir choisir ni Messi ni Ronaldo. Et Thomas Müller, je l'adore, c'est vraiment un guerrier. En plus, il peut jouer partout sur le terrain, donc voilà, je l'ai mis à droite, mais j'aurais pu le mettre autre part. Et c'est celui que j'ai changé juste avant j'hésitais entre lui et Jordan Morris. Finalement, j'ai laissé Morris de côté pour mettre Müller et pour laisser un duo offensif avec deux de mes légendes, Clint Dempsey, forcément. Ah oui, je suis tellement étonné. Toi, t'es team Donovan, moi je suis team Dempsey. Le meilleur joueur de l'histoire pour moi de la sélection américaine, un super attaquant qui peut jouer en neuf mais aussi en appui de mon deuxième attaquant, et puis c'est celui qui m'a fait kiffer la MLS, l'US Men's National Team, et c'est un mec avec un caractère aussi, une histoire de dingue, donc voilà, et puis il rappe, donc voilà, ça mettra de l'ambiance dans le vestiaire. Je pense qu'il se fera des grosses rap battles avec Eden Hazard. Et mon deuxième attaquant, par contre, lui, il est beaucoup plus réservé, c'est Andrei Shevchenko. Ouais, ça je savais pas. C'est mon premier amour de foot, un petit peu avec Michael Landreau, lui et Shevchenko. Parce que quand j'étais tout petit, je regardais un petit peu la Champions League. Il y avait l'AC Milan, Shevchenko, mais c'est un joueur que j'adore, petit, rapide, parfait dans les espaces. Je suis devenu un peu fan de Chelsea quand il a signé, et malheureusement, à Chelsea, Didier Drogba a décidé autrement de la carrière de Shevchenko, vraiment. Mais quand on regarde les vieux films de l'AC Milan, Shevchenko, c'est un monstre. C'est vraiment un des meilleurs neufs, je trouve, de ces dernières années, enfin des années 2000. Et pour le coup, même plus vieux, quand il était retourné en Ukraine, je me souviens de l'Euro 2012, où il arrive et il plante 2 buts contre la Suède d'Ibra. Ça a toujours été un mec qui s'est battu pour sa sélection, et avec un cœur et, à mon avis, vraiment un esprit de battant, un peu comme Müller. Donc voilà, Shevchenko et Dempsey, c'est mon duo d'attaquants, et voilà qui clôt mon 11. Parfait, non, j'aime beaucoup ton 11, après bon, pas fan du tout de Breakshea, mais ou sinon non, j'aime beaucoup, c'est des joueurs tous que j'ai aimé, beaucoup de Lillois aussi,
ce qui est normal vu que c'est ton club. Lillois, Chelsea, donc on voit Shevchenko, Kanté, Hazard, Lille, on voit aussi plusieurs. Donc ça se voit que tu as mis tes équipes de cœur dans ton 11, ce qui est normal. Et puis Seattle, bien évidemment, avec Dempsey. Donc, voilà. Et puis c'est l'époque où en fait, tu sais, tu tombes amoureux du foot, donc voilà, c'était pour moi une évidence. C'est la même chose pour moi quand j'avais fait mon 11. Ouais, j'aime beaucoup ton 11. Kanté, j'avoue que c'est juste, pour moi, si c'est un joueur, je l'ai pas mis dans mon 11 parce que pour moi, j'aime voir une carrière complète avant de vraiment donner ce genre de distinction dans un 11 ou une carrière complète ou bien entamée comme Messi où on voit que il est plus vers la fin que vers le début là, même si il n'est pas prêt d'aller à la retraite non plus. Donc voilà, non, mais j'aime beaucoup. Il restera dans l'histoire, donc ça va. Ouais. C'est pas un jeu. Ça va, mais ouais, non, je suis d'accord. Moi, je voulais juste en mettre un ou deux au moins. Tu vois, Kanté, c'était vraiment le héros de ma dernière Coupe du Monde, donc voilà, j'en étais obligé. Parfait. Et tu t'es mis en défense centrale. Moi, je me suis mis en défense gauche. Puis Anthony, il s'est mis en défense centrale aussi. Ok, ben cool. Je pense que c'est aussi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'était vraiment là où j'avais moins de monde. Alors qu'en attaque ou au milieu de terrain, j'avais vraiment 10 000 personnes à mettre. Moi, le truc, c'est que j'avais du monde partout. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de monde partout. Le problème, c'est que je voulais vraiment. En tout cas, je voulais vraiment genre mettre un poste que moi j'aime. J'aime jouer latéral gauche et j'aime jouer gardien. Vu que je voulais vraiment mettre Campos, je me suis mis latéral gauche. C'est aussi simple que ça. Ouais, voilà. Moi, c'est la défense centrale, c'est la seule place que je peux me débrouiller un peu sur un terrain, donc je ne peux pas me mettre ailleurs. Parfait, je pense qu'on a 3-11 différents. Ça va qu'on n'a pas appris le soccer de la même façon. C'est vraiment beau de voir que c'est très mélangé. Je pense qu'on n'a pas dit un joueur deux fois, donc ça a fait 33 joueurs différents. C'est très bien. Dont les 3 rédacteurs en chef de Culture Soccer. Donc, on voit qu'on est assez important dans l'histoire du soccer. C'est bien c'est bien de le voir. Sinon, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant la fin de l'épisode? Non, j'ai juste hâte que le foot commence, la MLS commence. J'ai vraiment hâte. Je suis plus capable de rester sur place. Il faut que ça commence. Trouver un moyen là. Mais j'ai besoin de ma dose. C'est tout. Ouais. Dire vite fait qu'il faut bien rester sur Culture Soccer. On a un article qui sort à dire en affaire sur les saisons d'expansion et il y en a un autre qui arrive dans la même vibe. Donc voilà, restez bien sur Culture Soccer. On vous prépare encore de bonnes surprises pour la semaine. Ouais, exactement. Donc, vraiment, si vous êtes en manque de soccer, là, faites refresh sur la page Culture Soccer à chaque jour et vous allez voir qu'il y a du contenu qui sort assez souvent. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars, d'avoir été présents aujourd'hui encore une fois. Donc, vraiment, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Culture Soccer et je vous souhaite une bonne semaine. Culture Soccer.